Bienvenue à cet atelier simplement intitulé « Qu'est-ce que l'innovation? Quels enjeux derrière la sémantique ?» Je vais vous présenter les intervenants. Nous avons à ma gauche Marc Lecoq, qui est directeur des projets du centre Michel Serres à ESAM Université. Monsieur Alain Storck, qui est président de l'UTC, de l'Université de technologie de Compiègne. Et Laurent Cotte, qui est président du fonds IT Translation. Voilà, donc sans plus attendre, je vais céder la parole à Monsieur Storck. Monsieur Storck, quand on parle d'innovation, on pense souvent à l'innovation technologique. Or, il y a plusieurs types d'innovation. Je vais vous laisser les détailler. Très bien, merci beaucoup. Donc très heureux d'être ici. Alors j'ai 5 minutes pour décliner cette première partie. Très heureux d'être ici. Alors effectivement, souvent on réduit les processus d'innovation à de l'innovation technologique, mais l'innovation technologique, ce n'est qu'une part de l'ensemble des types d'innovation. On dit d'ailleurs qu'en France, les sociétés sont engagées, elles ne sont pas de bonnes élèves à l'échelle européenne, pour 23% dans les innovations dites technologiques, alors qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus, c'est près de 60%. Donc ceci veut dire qu'il y a plusieurs types d'innovation. Alors bien évidemment, l'innovation technologique, en général, on réduit l'innovation technologique en disant sur les laboratoires, sur les étagères des laboratoires, dans les universités, il y a des choses qui dorment, il y a des technologies potentielles qui dorment et qui pourraient être, pour peu qu'on s'en occupe un peu, qui pourraient être transférées vers une innovation. Parce qu'il faut bien faire la distinction entre une innovation et une invention. Une innovation, c'est quelque chose, je fais une parenthèse sur la définition, c'est quelque chose de nouveau, c'est un savoir nouveau, c'est une connaissance nouvelle, c'est une invention, quelque chose qui est nouveau. Par contre, la différence entre une invention et une innovation, c'est quelque chose de nouveau qui a trouvé un marché, qui a trouvé des clients, et souvent par la mise en relation avec des entreprises, qui sont des entreprises qui vont amener sur les marchés ces innovations et qui vont transformer ces connaissances nouvelles, ces savoirs et ces inventions en innovation. Donc déjà l'innovation, c'est fondé sur un, comme je dis toujours, un espace partenarial, c'est un grand mot, mais université, entreprise, territoire, parce qu'on a besoin de l'université qui est en général le lieu de production. Il n'y a pas que là, mais enfin, c'est quand même une de nos missions, de produire des connaissances et des savoirs au niveau de notre mission recherche. Donc c'est université évidemment qui a un rôle à jouer, mais également entreprise par le biais de cette mise en relation et de cette mise sur le marché, et souvent également territoire, parce que souvent l'innovation, et ce sera peut-être la deuxième partie de mon intervention, l'innovation nécessite de mettre en place des dispositifs qu'on appelle des écosystèmes d'innovation et de créativité qui s'établissent à l'échelle donnée d'un territoire. Donc souvent, espace partenarial, université, entreprise, territoire. Alors si je reviens donc aux différents types d'innovation, il y a beaucoup de types d'innovation. Donc l'innovation technologique, pour être schématique, c'est celle qui part des laboratoires et qu'on va accompagner vers les marchés, même si dans cette vision, on a une approche très linéaire, alors que rien n'est linéaire dans les processus d'innovation. Mais vous avez d'autres modes d'innovation, par exemple l'innovation organisationnelle qui concerne finalement de nouveaux modes d'organisation qui vont conduire également à des innovations. Si vous prenez l'innovation organisationnelle de style les low cost, les low cost, ça n'a rien de technologique, mais c'est tout à fait effectivement une innovation également. Donc ce sont des innovations là non plus technologiques, mais de processus qui mettent en jeu de nouvelles organisations. Donc l'exemple, c'est le dispositif de low cost. Swatch, tout le monde connaît les montres. Moi je suis effectivement un fan des montres, et notamment des montres Swatch. Swatch a réussi à mettre en place, c'est pas une innovation technologique, c'est une innovation effectivement de marketing qui a conduit à mettre en place des dispositifs avec beaucoup moins d'étapes, ou encore Zara qui a réussi, je dis ça pour les dames qui connaissent bien le dispositif Zara, qui ont réussi à diminuer finalement le temps entre le temps de conception d'un nouveau produit et le temps de mise sur le marché. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que l'innovation technologique, il y a des innovations de processus, des innovations de produits, de procédés, etc. etc. Alors je ne vais pas vous faire une cartographie parce que souvent tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais l'innovation dite technologique,
et je suis une université de technologie qui part de la technologie pour arriver vers le marché. Ce n'est qu'une des dimensions, et en France, ce n'est qu'un quart des dimensions. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Cotte, je prolonge un peu ma question. Bon, on va pas revenir là-dessus, on connaît les différences entre recherche et innovation, mais il y a quand même une question. En quoi, finalement, la création d'entreprise est-elle un vecteur de transfert et permet de traduire une innovation en business? L'intérêt de la création d'entreprise, c'est qu'elle permet finalement de confiner le problème. Lorsqu'on fait de la recherche, et en particulier si on le prend du point de vue de l'individu, le chercheur, j'ai envie de dire, ce qui l'intéresse, c'est que ce qu'il a inventé serve le plus possible dans le plus de domaines d'application possible et le plus loin possible. Et lorsqu'on crée, or ça c'est quelque part une sorte d'obstacle à la diffusion de cette innovation, parce que c'est très difficile, de partant de rien, d'avoir un impact tout de suite à large échelle. Et donc la création d'entreprise, où on doit avoir à identifier le marché le plus apte à récupérer l'innovation technique dans un produit, dans un service, permet finalement de confiner un peu le problème et de ne pas faire ce qu'on appelle souvent des éléphants blancs dans le monde de l'innovation, c'est-à-dire des projets qui ne s'arrêtent jamais, qui se poursuivent parce que oui, j'ai pas encore trouvé mon marché, mais si je rajoute telle fonctionnalité, alors ça va marcher, et puis on en rajoute, et à la fin, on est comme les jeunes adolescents qui sont sur leur mobilette. Ils ont mis la mobilette sur la béquille, ils font boum boum avec le moteur, ça utilise beaucoup d'essence, ça fait beaucoup de bruit, mais on n'avance pas d'un centimètre. Donc voilà, donc ça c'est la création d'entreprise. De notre point de vue, c'est un but du transfert, mais c'est aussi un vecteur du transfert, en permettant tout simplement de faire cette confrontation qu'a évoqué à l'instant sur la différence entre invention et innovation, c'est la confrontation au marché. Et on peut évidemment se préparer à l'intérieur du laboratoire, dans les structures ad hoc qui ont été mises en place récemment. Mais il y a un moment, de toute façon, il va falloir regarder. Et c'est à ce moment-là, je dis souvent, parce que j'ai une formation de maths, il n'y a pas de théorème d'existence d'une entreprise. On ne peut pas démontrer qu'une entreprise va exister. La seule façon de le faire, c'est de le faire. Et donc après, on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Ah non. Si, c'est bon. Voilà. Bon, je vais me tourner vers mon voisin de gauche, Monsieur Lecoq. Donc, je le rappelle, vous êtes directeur des projets du centre Michel Serres, ISAM Université. Tout simplement, pouvez-vous nous expliquer en fait de quoi il s'agit et de quelle manière les projets d'innovation issus de ce centre sont axés sur une pédagogie basée sur l'interdisciplinarité? Je vais essayer en tout cas. Donc, le centre Michel Serres, c'est une émanation des ISAM Université. Et qui se caractérise, les universités pour hautes études, Sorbonne, Arts et Métiers, et qui se caractérise justement par un spectre disciplinaire très très large. Ça va des SHS avec ce que ça peut engendrer aussi englober de très large, l'économie, le droit, l'histoire, la sociologie. Ça passe par les sciences du management, l'économie, ça passe par l'ingénierie, le design, l'architecture, et puis aussi par les arts et le patrimoine. Donc c'est une construction très très vaste, et le principe clé du centre Michel Serres, c'est justement de profiter de cette pluridisciplinarité et de la mettre en œuvre avec des étudiants dans le cadre de réponse à des problématiques d'actualité, dans des processus d'innovation. Et donc de mettre en œuvre réellement un processus d'innovation interdisciplinaire. Donc ça, on a commencé en février 2013 et on met en place des équipes de 8 à 12 étudiants qui vont représenter les différentes disciplines que je citais tout à l'heure, pas forcément en totalité, hein, c'est choisi en fonction des projets que l'on a. Et on va, au cours d'un semestre, faire travailler ces étudiants, on va les encadrer, on va les tutorer avec une pédagogie ad hoc pour les faire justement réfléchir à des problèmes d'innovation, je dirais amont, hein, on peut être encore loin du marché, par rapport à ce que disaient mes prédécesseurs. On est sur des problématiques d'habitat, des problématiques de santé, des problématiques de formation, des enjeux sociétaux très forts aujourd'hui. Et on fait réfléchir ces étudiants sur ces problématiques et on les fait créer sur ces problématiques. Alors vous imaginez, ça c'est le parti pris du centre Michel Serres, c'est de dire qu'au-delà de tous les points de vue qu'on peut avoir sur n'importe quel sujet, vous imaginez bien qu'un designer, un architecte, un sociologue, un économiste, en regardant un problème particulier, va avoir une façon d'analyser, va avoir une façon de comprendre, va avoir une façon de traduire. Et donc ça c'est la première étape en général, qui n'est pas forcément très simple, parce que ça demande aussi une adaptation. Quand on met nos étudiants ensemble,
au sein d'équipes, les premières semaines, ils ne se comprennent pas. Les mots n'ont pas le même sens, les façons de travailler n'ont pas le même sens. La culture est différente. Donc il y a tout un travail d'acculturation à ce moment-là qui se passe. Et puis après, il s'agit de les faire créer ensemble. Et c'est là où on voit tout le potentiel de cette pédagogie et de ce centre. Il se passe des choses, ils créent ensemble, avec toutes leurs différences. Très bien, merci beaucoup. On reviendra sur des exemples précis tout à l'heure. Je reviens à vous, Monsieur Storck. Très simple et très direct. Comment organise-t-on un écosystème de l'innovation et notamment quelles sont les conditions de réussite de l'innovation? Que fait l'UTC pour ça? Comment ça se passe en Picardie? Oui, je vais d'abord répondre à votre première question. Quelles sont les conditions de réussite et quelles sont les difficultés et les freins? Il faut aussi surtout regarder les difficultés et les freins. Alors, des conditions de réussite, lorsqu'on définit un processus d'innovation, il y a déjà de mobiliser création, innovation et design. Ça a été cité tout à l'heure. Le design a un rôle essentiel à jouer parce qu'il fait le lien entre les processus de création et puis l'amener sur le marché. Donc le design, c'est ce qui permet de rendre, entre guillemets, consommable. Donc ça, c'est très très important. C'est pas un message, mais ça a été dit. Je dirais, deuxièmement, condition de succès, il y a véritablement besoin d'une approche que je qualifie de multidimensionnelle. Et cette multidimensionnelle, c'est 4 dimensions. C'est effectivement de mettre autour de la table, parce que la première étape, c'est de faire jaillir des idées nouvelles. Des idées nouvelles, des concepts nouveaux, des connaissances nouvelles. On va ensuite, par un jeu de relations avec des entreprises, amener vers les marchés. Alors, quelles sont les conditions d'émergence d'idées nouvelles? Je crois qu'il faut déjà mélanger des cultures. Si vous mettez autour de la table que des gens comme moi, qui ont fait... moi, classe préparatoire aux grandes écoles et une école en 3 ans, ça va être moins propice que si vous mélangez d'autres cultures. Des cultures, des philosophes, donc évidemment des scientifiques, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse, mais également des philosophes, des sociologues, des artistes. Les artistes qui ont un mode intellectuel différent d'appréhension, qui font fonctionner plus certaines parties du cerveau. Donc, première dimension, c'est pluriculturel, mélangé autour d'une table dans les dispositifs d'innovation, dans un centre d'innovation, puisqu'on vient d'inaugurer notre centre d'innovation, des cultures différentes. Deuxième dimension, c'est l'approche pluridisciplinaire, mélanger des disciplines différentes. Souvent, quand on regarde les innovations qui ont pris naissance, elles ne sont pas prises naissance dans un champ, ça existe, dans un champ disciplinaire donné, la mécanique, la biologie, mais souvent aux interfaces des disciplines. Donc, mélanger des disciplines différentes. Troisième dimension, c'est la dimension pluriacteur. Alors ça, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Ça repose souvent sur un espace partenarial, université, entreprise, territoire. Parce que l'organisation de l'innovation, et ça, ce sera la deuxième partie de mon intervention, l'écosystème nécessite effectivement de se mobiliser à l'échelle d'un territoire, mais sans réduire l'ambition à l'échelle du territoire. Donc pluriacteur, entreprise, université avec un grand U et territoire. Et puis la dernière dimension, c'est la dimension spatiale. Il faut effectivement avoir dans un écosystème un ancrage dans un territoire donné, peut-être une région, mais en même temps, il faut savoir que la circulation des idées, elle n'a pas de barbelé aux frontières de la Picardie, parce que c'est mon cas, aux frontières de la Picardie, mais les idées circulent dans le monde entier. Donc voilà les 4 dimensions. Ça, c'est une première condition de succès. Il y en a une deuxième, c'est qu'il faut être capable de dépasser des approches monétaires quantitatives et d'être capable de prendre en jeu, et c'est pas si simple que ça, des approches qualitatives. Quand on travaille, mélanger les cultures, mélanger les disciplines, mélanger les acteurs qui ont des finalités et des constantes de temps différents. Une entreprise a une finalité qui n'est pas celle d'une université. Elle a une constante de temps, la constante de temps des milieux économiques, qui est beaucoup plus ramassée, beaucoup plus courte, qu'une université, la constante de temps de production de savoir, c'est beaucoup plus long. Donc ça, c'est un enjeu également, d'être capable finalement de concilier dans cette approche pluripartenariale, dans cet espace partenarial, des acteurs de finalité et de constantes de temps différentes. Et puis de nécessiter, et ça aussi c'est une difficulté, une approche plus qualitative. Pour produire tout ça, il faut travaillé dans une approche de coopération, dans une approche de confiance, d'intelligence du complexe, de prise en compte du risque, être capable de risques, qui sont des aspects beaucoup plus qualitatifs. On dit d'ailleurs que dans les processus d'innovation, il faut fonder ces processus sur ce qui s'appelle chez nous,
penseurs de l'innovation à l'UTC, sur des immatériels stratégiques. Donc voilà des conditions, si vous voulez, qui doivent être mises en jeu. Puisqu'on parlait de la formation, j'insisterai en tant que président d'université sur le rôle, souvent on dit innovation, recherche. Non, il y a une corrélation assez directe entre recherche et innovation si l'on parle effectivement d'innovation technologique, mais pour tous les autres types d'innovation, par les usages organisationnels, sociales. J'ai oublié tout à l'heure de parler d'innovation sociale, qui est une innovation qui répond à un besoin social, qui applique des acteurs tels que des associations, des coopératives. Et bien là, si vous voulez, on est dans d'autres types de coopération que celles directement dans le lien innovation technologique et recherche. Le rôle de la formation est essentiel. J'espère vous avoir convaincu que dans tout ceci, il y a des approches culturelles. Changer l'université pour qu'elle s'engage plus dans l'innovation, c'est effectivement faire accepter que l'université assume, au-delà de ses deux missions traditionnelles, qui sont de produire des connaissances savoirs au niveau de la mission recherche, de transmettre ces connaissances et ces savoirs et des compétences associées au niveau de la mission formation, d'assumer également une troisième mission, et ce n'est pas le cas de tout le monde, de transformer ces connaissances et ces savoirs en innovation. Alors, peu l'assument ces universités. Je dois dire que l'UTC, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi l'UTC il y a 2 ans pour en être le président, assume cette troisième mission, mais il y a des facteurs culturels à vaincre. Alors, justice, je parlais de conditions propices, mais également de freins. L'évaluation des enseignants-chercheurs, qui est une évaluation alors, par la ERS, enfin l'ex-AERS ou les comités nationaux. Ces évaluations sont faites essentiellement pour évaluer ceux qui produisent les connaissances et les savoirs. Par contre, ceux qui les transforment, qui ne sont pas forcément les producteurs de connaissances qu'on mesure comment par des publications dans des revues à comité de lecture de rang 1, par des communications dans des congrès de rang 1 et internationaux. Ces gens-là qui contribuent à transformer les connaissances, mais qui ne sont pas les producteurs de connaissances, ces gens-là, ils ne sont pas forcément tout à fait reconnus. Donc il y a un certain nombre de difficultés, de freins. Les processus d'évaluation s'en est un. Donc voilà, et le rôle de la formation pour changer les cultures est essentiel. Et nous, on se pose à l'UTC, mais ailleurs. Alors moi, je suis membre du Presse Sorbonne Université. Dans le Presse Sorbonne Université, je parlais de différentes cultures, de différentes disciplines. On a tout ça. Parce que cette approche complémentaire, entre Paris 4, Paris 6, l'INSEAD et nous, on a des cultures différentes, on a des disciplines différentes, et c'est assez propice de ce point de vue-là. Alors, j'en viens à l'expérience picarde. Cette expérience picarde, on a la volonté de construire en Picardie, donc à l'échelle d'un territoire qui s'appelle la Picardie, un dispositif qui permet, dont les objectifs sont quoi ? De produire des innovations de tous ordres, de conduire évidemment à la création d'entreprises, à la reprise d'activité, au développement d'entreprises. La dimension formation, comme je l'ai dit, est tout à fait importante. Comment former des ingénieurs, des masters et des doctorants plus créatifs, plus en posture d'innovation, ça c'est quelque chose d'important. Alors il y a un certain nombre de mesures actuellement, vous avez vu, prises par le gouvernement pour favoriser l'entrepreneuriat, c'est un mot que je n'ai pas encore cité, mais au niveau des étudiants, donc il y a les pôles pépites qui viennent d'être retenus, on en a eu un en Picardie, il y en a eu trois à Paris, donc qui visent à mettre en place un ensemble de mesures permettant de mettre le pied à l'étrier des étudiants sur des processus d'innovation. Donc la dimension formation est très importante. Alors je terminerai en disant ce qu'on essaie de construire en Picardie, c'est un dispositif qui, à l'échelle de la Picardie, l'ancrage territorial, mais sans mettre de frontières à la Picardie, de barbelés, parce que les idées circulent, parce que les innovations vont devoir trouver des marchés à l'échelle internationale, notamment des PME, PMI. Donc on travaille à la mise en place de l'organisation de cet espace partenarial, avec pour nous une pièce maîtresse de l'UTC qui s'appelle le Centre d'innovation. Alors ce centre d'innovation vient de nous être livré il y a quelques semaines. On a eu l'autorisation des pompiers. C'est un bâtiment de 5000 m². Le directeur, il est là, au 4e rang, là, Bruno Ramon. C'est le lieu dans lequel on va organiser les choses
organiser une animation, réunir les acteurs qui vont permettre de faire jaillir des idées nouvelles. Les idées nouvelles, alors une idée nouvelle, c'est une idée de procédé, de processus, de service, d'activité, qui ensuite, par un jeu de mise en relation avec des acteurs, va donner des innovations. Donc ce centre d'innovation, c'est ça, c'est le lieu de créativité, où on va favoriser les rencontres improbables, parce qu'il faut favoriser ces rencontres qui ne sont pas spontanées, qui sont improbables entre les gens de la culture. D'ailleurs, on a des alliances à Compiègne avec l'espace Jean Legendre, avec le théâtre impérial, parce qu'on va avoir là des artistes qui ne pensent pas comme moi, hein, qui ne pensent pas de la même manière, qui ne sont pas câblés intellectuellement de la même manière, mais dont la confrontation avec mon câblage à moi va être très propice au développement d'innovation. Donc c'est ça le centre d'innovation de 5000 m². Et donc la notion d'écosystème en Picardie, c'est de dire quels sont les lieux d'animation, quels sont les lieux propices à l'innovation, le centre d'innovation en est un. Comment est-ce qu'on anime des communautés qui vont conduire à produire des innovations? Comment est-ce qu'on travaille sur les processus de créativité et les processus d'idéation, et notamment au niveau de la formation? Et puisqu'on travaille à l'échelle d'un territoire, qui n'est pas simplement un campus, notre développement d'un écosystème, c'est la Picardie. Comment est-ce qu'on aménage le territoire? Donc il y a tout un volet aménagement urbain et territorial qui permettent de mettre en relation des lieux dans des travaux de proximité. Alors moi je suis d'un côté de l'Oise, de l'autre côté il y a le parc technologique de Rive-de-l'Oise qui regroupe 40 entreprises. Comment est-ce qu'on met en relation ces lieux-là qui sont dispensés de 3 km par la route, par une passerelle qui va mettre à proximité à 400 km. C'est tout ça qu'on essaye de faire dans ce projet. Très bien, merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Laurent Cotte. L'innovation, c'est aussi l'Open Innovation. C'est un thème à la mode, on peut le dire. Et on pense surtout aux entreprises quand on parle d'Open Innovation, alors que les académies qui existent quand même. Donc justement, quel peut être et quel doit être l'apport de la recherche publique à l'Open Innovation? Quelque part, ça rejoint finalement le discours sur un écosystème. On voit de plus en plus d'entreprises qui favorisent ce qu'ils appellent leur propre écosystème d'innovation. L'exemple le plus caractéristique, c'est Intel, le fabricant de processeurs, qui soutient toute entreprise qui fait consommer plus de processeurs, parce que de toute façon, Intel se dit s'il y a plus de consommation de processeurs, à la fin, ça sera bon pour moi si je débrouille. Donc voilà, donc c'est une logique où on est, c'est de l'indirect, mais on essaye de faire grossir potentiellement le marché auquel on peut s'adresser. Et dans ce monde-là, évidemment, le monde académique, la recherche académique a sa place, à la fois, comme l'a dit Alain, comme une source, effectivement, une production de connaissances, production de gens, c'est production de gens formés qui sont quand même au cœur. Je crois qu'il y a un point, alors c'est vrai que dans une table ronde comme celle-ci, on a tendance à parler en termes un peu abstraits, mais l'innovation, c'est d'abord une affaire d'hommes et de femmes. Je veux dire, on peut faire tous les lieux qu'on veut, tous les processus qu'on veut, toutes les organisations qu'on veut. À la fin, même au début, j'ai envie de dire, il faudra qu'il y ait des gens qui s'y collent et qui aient cette vision, qui soient capables de regarder en dehors de la boîte pour faire une traduction rapide. Donc, voilà. Donc, la place de la recherche dans ce monde-là, c'est finalement un exemple comme celui qui vient d'être décrit par l'instant. C'est se dire, je suis un lieu où il y a des choses à regarder. Je dois à la fois les pousser vers l'extérieur, c'est finalement la démarche classique du transfert ou de la valorisation, mais je dois aussi laisser venir des gens de l'intérieur qui ne pensent pas comme moi, qui sont différents de moi, et finalement venir pêcher, non pas pour trouver les fameuses pépites qui dormiraient sous la poussière, etc., mais simplement pour mettre de la confrontation entre les gens. Donc voilà, c'est ça cette idée-là. Et donc, moi je pense que la troisième mission qu'a évoquée Nestor, je pense que c'est indispensable que 100% des établissements se confrontent à cette mission. C'est pas le cas. C'est pas le cas, mais après il ne faut pas désespérer, il faut être patient. On est sur la longue durée. Donc on sait bien que c'est des choses culturelles, donc ça n'ira pas très vite. Il ne faut pas être impatient, il faut savoir que ça va prendre du temps, mais il faut vraiment se mettre dans les lignes de rythme. Il y a une citation que je voudrais faire, parce que c'est à la fois pour se moquer de nos propres discours sur l'innovation. Il y a une phrase que j'aime bien citer, c'est celle d'Edwin Land, qui est l'inventeur du Polaroid, et qui disait « Innover, c'est pas avoir de nouvelles idées, c'est d'arrêter d'en avoir des vieilles ». Et
Et en fait, c'est le vrai sujet, c'est comment on arrête de penser comme on a toujours pensé. Comment se renouveler. Et comment renouveler ou juste arrêter de faire comme d'habitude, ce qui est déjà pas mal. Merci beaucoup. Marc Lecoq, tout à l'heure vous nous avez expliqué ce qu'était le centre Michel Serres. Maintenant, si vous pouviez nous détailler quelques projets très concrets, je vous écoute. Alors, quelques exemples de projets qu'on a développés depuis février 2013. C'est un centre qui a ouvert maintenant qu'à 3 semestres d'existence, à travers justement un objet qui est le semestre Michel Serres, qui met en œuvre les projets dont je parlais tout à l'heure, les projets d'innovation interdisciplinaire. À ce jour, on a 7 projets menés en cours de développement. C'est presque 70 étudiants qui sont passés par ce centre. Et c'est 7 partenaires. Alors je voudrais commencer par là, c'est-à-dire que c'est important d'avoir une vraie question au départ, qui peut être reformulée, qui peut être étudiée, mais il faut qu'il y ait un partenaire, il y a une question à laquelle on va s'attacher. Dans ces 7 partenaires, on a eu des associations, on a des petites entreprises, des PME, qui sont très très jeunes, qui ont 3-4 ans. Et puis on a eu un grand groupe, Saint-Gobain, la direction de la recherche de Saint-Gobain. Tout ça pour dire que cette approche interdisciplinaire, elle est très riche et toutes les entreprises ne peuvent pas se la payer, entre guillemets. C'est-à-dire qu'une PME, elle n'a pas le loisir d'avoir toutes les compétences en son sein qui vont permettre d'aborder un projet d'innovation. Et donc c'est en ce sens déjà que nous, on amène justement cette possibilité d'avoir un spectre très large de compétences, de vision disciplinaire sur un sujet donné. Alors concrètement, pour donner quelques exemples, sur le premier semestre, par exemple, on a travaillé avec une association qui s'appelle Estuaire de la Seine Territoire de l'eau, qui est une association d'élus. Et le problème posé, c'est un problème d'aménagement du territoire, le problème des estuaires, système très, très sensible, la mer, le fleuve, écosystème très sensible, avec la problématique du réchauffement climatique. Donc on a eu 12 étudiants. Alors on avait sur ce projet-là des designers, des ingénieurs, des hydrologues, des aménageurs du territoire, un informaticien, un historien. Et donc on a eu 12 étudiants comme ça, qui ont constitué une équipe projet, et qui est encadrée d'abord par un chef de projet, et puis des tuteurs. On va chercher Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va chercher des compétences disciplinaires expertes pour illustrer certains points, amener une compétence à un moment donné parce que le projet le demande. Et puis ces étudiants ont commencé par faire un diagnostic de l'estuaire, donc une vue un peu pluridisciplinaire, des points de vue différents qui s'expriment à partir à propos du devenir des estuaires et de leur situation. Et puis dans un second temps, ils ont imaginé... AEF international, U-Multirang, va-t-il révolutionner les classements internationaux, va démarrer en salle Passy. Les classements. Absolument. Et donc on a imaginé un certain nombre de scénarios d'évolution des estuaires et ils ont créé un certain nombre de choses comme ça pour l'association. On a eu également au deuxième semestre un projet pour Saint-Gobain, j'en parlais tout à l'heure, la direction de la recherche de Saint-Gobain, qui se pose la question de l'évolution de l'habitat en fonction de l'évolution de la structure familiale. La structure de la famille évolue, en fonction des célibataires, on se marie, on a des enfants, on se sépare, etc. Il y a une certaine modularité, entre guillemets, souhaitée sur l'habitat. Comment ça peut être pris en compte pour une entreprise comme Saint-Gobain? Quelle solution pour l'habitat? Alors c'était restreint aux 9 collectifs. Comment on peut imaginer l'évolution de l'habitat vis-à-vis de cette problématique? Et là, pareil, on a eu des designers, architectes, ingénieurs, historiens, donc des gens de profil très variés qui ont travaillé sur cette problématique et qui ont proposé à Saint-Gobain, dans un premier temps, une dizaine de voies possibles. Et puis en sélectionnant avec le partenaire, parce qu'on a des rendez-vous prévus dans tout projet, comme dans tout projet, dans l'innovation, des revues de projet, à un moment donné, avec le partenaire, on se dit, on va privilégier telle ou telle voie, et puis on a approfondi 3 voies avec les étudiants pour répondre à cette problématique. Et puis là, en ce moment, on a 3 projets, et là, je reviens sur les PME. On a la suite déjà d'un projet, je voulais vous en parler, parce que au-delà du projet du centre Michel Serres, ça peut concerner toute la nation. C'est la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025. Donc là aussi, on a un groupe d'étudiants qui a travaillé pour l'association Expo France 2025 et qui a proposé une organisation, une vision de cette exposition universelle pour promouvoir donc, la candidature de la France. Et je vous invite à aller sur le site Expo France 2025. Là, c'est pas pour le centre Michel Serres, c'est pour, si ça vous intéresse, pousser cette candidature de la France qui peut être un très bel événement et justement dynamiser un peu le tissu socio-économique aussi autour de ceci. Et puis on travaille avec des PME, ce que je disais
disait à l'instant, une PME qui travaille sur les problèmes de la santé, qui fait des cabines de santé et qui aujourd'hui veut développer une vision plus prospective de son produit, notamment de se poser la question des parcours de santé au sein de la ville. C'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être demain? Et vers quel type de produit ça peut déboucher? Donc on est beaucoup plus en amont, on est vraiment sur les usages, sur l'aménagement du territoire, sur des thèmes qui sont fondamentaux. On a un autre projet avec une PME là en ce moment qui travaille sur ces nouveaux espaces de travail, coworking, tiers-lieux, qui se développent en périphérie des grandes agglomérations. Et donc pour voir comment aujourd'hui les expérimentations qui existent, quels résultats ça donne, et puis comment on peut imaginer des améliorations de ces dispositifs. Donc vous voyez des projets très variés sur lesquels une équipe de jeunes issus de disciplines complètement différentes sont capables de travailler ensemble. C'est pas facile, je vous l'assure au démarrage du projet, mais on y arrive et il faut les voir. Alors, en fait, le meilleur diagnostic qu'on peut porter sur cette expérience, c'est de discuter avec les étudiants à la fin de leur semestre. C'est une expérience extraordinaire qu'ils ont menée et nous on est convaincus que ça aidera les entreprises à innover parce que là on amène dans les entreprises des jeunes qui ont vécu une expérience d'innovation interdisciplinaire et on espère que les entreprises avec ça mèneront elles-mêmes ce genre d'expérience. Merci beaucoup pour cette brillante conclusion. Je vous invite à rester, on va enchaîner avec un autre atelier. Moi je remercie en tout cas mes intervenants. Merci beaucoup.